Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Salim Lamrani, qui nous rend visite de la Réunion. Salim est spécialiste de Cuba. Je te présente rapidement. Tu es professeur des universités en histoire de l'Amérique latine, spécialiste des relations entre Cuba et les États-Unis. Sans doute le meilleur connaisseur en France des réalités de Cuba aujourd'hui, d'après Ignacio Ramonet, ancien directeur du Monde diplomatique. Et tu as donc écrit de nombreux ouvrages sur Cuba et ses relations avec les États-Unis. Je vais notamment citer Cuba face à l'Empire, qui est sorti en 2006 et qui a été préfacé par Noam Chomsky. Tu as récemment sorti Au nom de Cuba, regard sur Carlos Manuel de Céspedes et José Martí, un ouvrage donc sur la guerre d'indépendance de Cuba à travers ces deux grandes figures de l'indépendance cubaine. Alors, depuis plus de 6 décennies, les États-Unis imposent un état de siège à Cuba. Quelles sont les origines de ce conflit? Tout d'abord, c'est un plaisir d'être ici au Café Marxiste. Effectivement, pour comprendre le conflit actuel entre les États-Unis et Cuba, il faut remonter à l'origine de ce différend. Et pour cela, il faut effectuer un voyage au XIXe siècle. Il faut savoir que Cuba a été l'un des premiers problèmes de politique extérieure des États-Unis. Les États-Unis ont toujours voulu intégrer Cuba à l'Union américaine. En 1805, Thomas Jefferson expliquait que la position géostratégique de Cuba, au sein du golfe du Mexique, était une terre fondamentale à intégrer à l'Union américaine. Elle permettait de protéger la Floride et puis elle constituait un bastion qui faisait le lien avec le canal du Panama, le futur canal de Panama. Il avait ajouté, Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, si ma mémoire est bonne, que la conquête serait facile. Ensuite, en 1823, le secrétaire d'État, John Quincy Adams, qui était un visionnaire, avait élaboré la fameuse théorie du fruit mûr. Et il expliquait qu'en raison des lois de gravitation politique, Cuba tomberait un jour ou l'autre dans l'escarcelle états-unienne, entre les mains des États-Unis. Il expliquait qu'il existait les lois de gravitation physique. Quand une pomme se détache de son arbre et tombe au sol, elle est attirée par la loi de gravitation. Il ajoutait à cela, il y a également les lois de gravitation politique. Selon lui, au fil du temps, Cuba se rapprocherait des États-Unis en raison de son lien dénaturé avec l'Espagne, puisque c'était une colonie espagnole depuis 1492 et sa découverte, et que, avec le développement du commerce entre les États-Unis et Cuba, l'île se détacherait de la mer colonisatrice pour se rapprocher des États-Unis. D'ailleurs, durant toute la première partie du XIXe siècle, les États-Unis ont essayé à maintes reprises d'acquérir Cuba à l'Espagne. La dernière offre a été faite par le président Pierce, si ma mémoire est bonne, en 1850. Il avait formulé une offre de 130 millions d'euros pour acquérir l'île et l'intégrer à l'Union américaine. Bien entendu, les Cubains aspiraient à un autre destin que celui d'être engloutis par le puissant voisin. Comment s'est déroulée la première guerre d'indépendance déclenchée par Carlos Manuel de Céspedes et quelles sont les raisons de son échec et quelle a été la position des États-Unis à ce moment-là? Alors en 1868, les Cubains lancent leur premier grand mouvement émancipateur. La fameuse guerre de 10 ans menée par Carlos Manuel de Céspedes, qui était un propriétaire terrien, esclavagiste, et qui avait compris que le futur de l'île passait forcément par l'émancipation de l'Espagne. Il a, dans son fameux appel de Yara, il a procédé à la libération de tous les esclaves, copiant le modèle haïtien. Il faut savoir qu'Haïti, qui est la première nation latino-américaine à obtenir son indépendance, a fait de la libération des esclaves le premier acte émancipateur, le premier acte politique de Cuba, d'Haïti à l'époque en tant que nation, et Cuba, qui est le dernier pays d'Amérique latine à obtenir son indépendance,
a fait également de la libération des esclaves l'acte fondateur de la nation cubaine. On ne pouvait exiger la liberté pour soi si l'on ne l'accordait pas à tous les enfants de Cuba. D'ailleurs, les esclaves affranchis ont joué un rôle fondamental dans la première guerre d'indépendance qui a duré 10 ans et qui va se solder sur un échec en raison notamment des divisions au sein des factions indépendantistes. Le président de la République en armes, Carlos Manuel de Céspedes, était opposé au président du Congrès, Salvador Cisneros Betancourt, et ces divisions ont mené à l'échec. Durant toute cette épopée émancipatrice, qui a duré une dizaine d'années, jusqu'au fameux pacte de San Juan, qui a acté un armistice sans liberté ni indépendance, les États-Unis ont soutenu résolument l'Espagne. Ils ne souhaitaient pas que Cuba puisse obtenir son indépendance pour une raison précise, c'est qu'ils escomptaient toujours intégrer ce fruit qui n'était pas encore mûr à leur union. Et c'est la raison pour laquelle ils ont soutenu politiquement et militairement l'Espagne durant toute la guerre d'indépendance.